La voix des alumni. MBS. Comment donner du sens à sa vie professionnelle ? Quel chemin prendre ? C'est quoi réussir sa carrière ? Ces questions, d'autres alumni se les sont posées avant toi. Ensemble, on va aller à leur rencontre et on va découvrir des parcours inspirants, variés et engagés. Moi, c'est Marine Avril, alumni 2019 et cofondatrice de Studio Moya, l'agence de communication audio spécialisée dans le podcast. Bienvenue dans la voix des alumni MBS. Le rendez-vous pour te connecter, t'inspirer et te motiver à oser dans ta vie professionnelle. Bonne écoute. La voix des alumni. MBS. Aujourd'hui, dans la voix des alumni, je reçois Nathalie Isère, diplômée du PGE 1993 et désormais directrice générale d'Écosystème. Bonjour Nathalie et merci d'être avec nous aujourd'hui dans la voix des alumni. Est-ce que pour commencer, je peux te laisser te présenter et revenir sur les grandes étapes de ton parcours de avant Montpellier jusqu'à aujourd'hui ? Oui, c'est puis en plus le parcours avant Montpellier, il est plus court que le parcours après, donc ça va être assez simple. Donc juste avant Montpellier, moi j'ai fait une classe prépa et puis j'étais partie pour faire 2 ans de classe prépa et au bout d'1 an, j'ai vu que j'avais Subdeco Montpellier, ça cochait pas mal de cases sur ce que je voulais faire, donc l'aventure a commencé comme ça. Et après Subdeco Montpellier, je suis allée plutôt m'orienter vers une piste finance et dans mon dernier stage de fin d'année, je suis partie donc faire un stage à Lyon chez EY pour faire de l'audit comptable et financier. Okay. Et je me suis retrouvée partir avec les équipes qui auditaient les comptes du groupe Casino à Saint-Étienne, rue de la Montagne notamment, donc au tout début d'année pour les comptes, donc avec un climat très hivernal. Et dans cette expérience-là, j'ai côtoyé des acheteurs donc qui négociaient et qui construisaient les gammes de produits de grande consommation qu'on trouve dans les hypermarchés, sur Internet, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est quand même vachement plus intéressant que les chiffres audits comptables et financiers. Et donc j'ai basculé complètement dans cette branche-là. J'ai enchaîné avec un 3e cycle à Dauphine, spécialisé donc en distribution, logistique, négociation et toute approche marketing. Et ce qui m'a permis ensuite de travailler dans la grande distribution, en commençant par Monoprix, toujours du côté alimentaire. Ensuite, j'ai enchaîné avec une expérience de pratiquement 10 ans chez Carrefour, alimentaire, non alimentaire. Et dans le non-alimentaire, j'ai commencé déjà à tutoyer les produits de gros électroménagers, de télé, de micro-informatique. Je me suis occupée de ces produits-là pour la France, après au niveau aussi international. Et ensuite, j'ai changé d'enseigne, entre guillemets, puisque je suis partie prendre la direction générale de la centrale d'achat, qui à l'époque, ça ne nous rajeunit pas, la centrale d'achat de Kering, maintenant, ex-PPR, donc qui s'occupait des achats de Conforama, de la Redoute, de la Fnac et d'autres enseignes qui existaient encore à ce temps-là, ça ne me rajeunit pas. Et là, toujours dans la grande distribution et plutôt produits spécialisés. Et puis ensuite, après cette centrale d'achat, un parcours à la Fnac, où je me suis occupée donc de la direction commerciale, de tout ce qui n'est pas un livre, tout ce qui n'était pas à l'époque un CD, tout ce qui n'était pas à l'époque encore un DVD. Donc, avec une super expérience hyper enrichissante. Et ensuite, le parcours a continué avec une expérience chez eBay, aussi à Londres, pour s'occuper notamment, toujours pareil, des produits d'équipements électriques et électroniques. Et tout au long de ce parcours-là, j'ai travaillé aussi en même temps à mettre en place toute la filière de collecte et de recyclage des équipements électriques et électroniques. Ok. Au sein de chaque entreprise ? Voilà, à partir notamment de Carrefour, la Fnac, puisque les obligations et les prises de conscience autour de l'environnement ont commencé à ce moment-là. Écosystème, où je travaille maintenant, a été créé en fin 2005. Okay. Et une de ses missions, c'était de mettre en place
tout le système de récupération et de collecte pour pouvoir recycler. Alors au début, on faisait que du recyclage, les équipements électriques, électroniques en fin de vie, donc les frigos, etc., mais aussi les lampes, donc tout ce qui fonctionne à l'électricité. Et l'aventure a commencé comme ça, avec la création d'écosystèmes. J'ai été administrateur au sein d'écosystèmes, donc dont maintenant j'ai la direction générale. Et après avoir commercialisé, vendu, voire même contribué à concevoir des produits et d'équipements électriques et électroniques, petit à petit, il a fait sens. Et pour moi, c'était très important de dire, mais qu'est-ce qui se passe, tous ces équipements-là, que j'ai contribué à vendre, à équiper aussi les foyers. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont en panne ou qu'ils sont arrivés en fin de vie? Quels sont leurs devenirs et est-ce qu'on peut récupérer de la matière, les dépolluer? Et tout mon parcours a été croisé avec celui d'écosystème jusqu'à ce que j'intègre l'entreprise il y a maintenant une douzaine d'années, donc en 2012, et pour en prendre la direction générale depuis 2021, donc depuis pratiquement 5 ans, 4 ans et demi. Et là, la mission s'est élargie. Et la mission d'écosystème, maintenant, c'est non seulement de continuer à gérer la fin de vie des équipements électriques et électroniques, elle s'est élargie aussi sur les équipements dits professionnels. Donc, notamment, là, dans ce studio, le micro que j'ai en face de moi, c'est un équipement professionnel dont il faut aussi prendre en charge la fin de vie. Et aussi, ça s'est élargi à comment on peut limiter la production de déchets sur ces équipements électriques et électroniques. Donc, il faut les réparer. Il faut regarder si on peut leur donner une seconde vie, donc notamment au travers du don. On peut donner à une association. On peut les réemployer aussi, travailler avec l'économie sociale et solidaire. Et puis travailler aussi en amont à leur propre conception et faire en sorte que quand un nouveau produit est conçu, tout de suite, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va être réparable, est-ce qu'on va pouvoir demain le démonter facilement pour récupérer des matériaux, pour récupérer des pièces détachées et éviter de ponctionner de nouvelles ressources naturelles, d'exploiter des mines, etc., etc. Et ça, on arrive assez facilement à embarquer les marques et les industries du secteur, où c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser un peu à l'obsolescence programmée pour consommer toujours plus et faire grossir les chiffres d'affaires. Comment on éduque justement sur ce besoin de penser en amont à l'après, justement? C'est très important aussi pour les industriels parce que, il y a déjà une attente de leurs consommateurs. Et puis, sur ces notions d'obsolescence programmée, alors ça, c'est un terme important parce que c'est un délit, ça, c'est important. Donc, c'est sanctionné aussi par la loi. Et puis, moi, je ne parle pas d'obsolescence programmée. Je me dis toujours, c'est tout naturellement un mauvais produit. C'est un produit qui tombe en panne trop tôt, c'est un mauvais produit. Et c'est pas l'intérêt de l'industriel de concevoir un mauvais produit qui va décevoir son consommateur. Et ça, c'est tout le travail qui est fait avec écosystème et les industriels. C'est du coup de leur donner les outils pour dire, maman, vous avez des attentes de la part de vos consommateurs, de vos clients, et puis vous avez aussi une pression sur les matières premières. Elles sont plus rares, elles sont plus chères, les sources d'approvisionnement sont parfois concentrées sur des pays compliqués, que ce soit des pays où il y a une économie de guerre, donc on parle de certains pays d'Afrique du Sud ou d'Amérique du Sud, ou qui détiennent des mines qui produisent des métaux critiques ou des métaux rares. Ou alors il y a pratiquement un monopole, par exemple la Chine aussi, sur certains matériaux critiques, qui détient là les clés de l'approvisionnement sur certains matériaux notamment. Donc les industriels réfléchissent à tout ça et travaillent et sont en train là aussi vraiment de s'engager dans l'économie circulaire avec, je dirais, beaucoup de conviction et d'engagement, et aussi de se dire leur action contribue aussi à ce que moi j'appelle un peu le grand défi de notre siècle, qui est la transition écologique. Et ça, sans les entreprises, c'est pas possible. Ok. Donc pour toi, les entreprises sont bien intégrées et ont bien compris l'enjeu. Et qu'est-ce qu'il en est du grand public, notamment sur ces questions de recyclage, de réparation? Est-ce qu'aujourd'hui, le grand public est suffisamment informé et conscient de ces enjeux-là? Ou est-ce que pas complètement? Comment on peut faire pour mieux communiquer et pousser à l'action?
Alors, il y a 2 éléments vis-à-vis du grand public, c'est-à-dire nous, toi, moi. Déjà, on est plein de contradictions. C'est-à-dire qu'on veut tous faire un effort pour préserver les ressources naturelles, limiter les impacts du réchauffement climatique, etc. Mais on n'est pas prêt à renoncer à certaines choses. Ça, c'est le point. Et le vrai pouvoir, c'est qu'on a entre les mains, c'est la manière dont on choisit d'acheter, de réparer plutôt que de jeter, de prolonger la durée de vie du produit, comment on se renseigne en amont sur la manière dont notre produit va pouvoir être réparé. Ça, il y a des indices qui ont été déployés par notamment les pouvoirs publics, un indice de réparabilité qui donne des informations avec une note entre 0 et 10. Plus la note est élevée, plus le produit est réparable. Donc ça, c'est des informations qui sont hyper importantes pour moi, consommateur. Je dis, entre 2 produits, je vais plutôt prendre celui qui est le plus réparable parce qu'il va durer potentiellement plus longtemps. Ça, on est plein de paradoxes, puisqu'en même temps, on n'est pas prêt à renoncer non plus, parfois, à prendre l'avion, tout simplement. Et c'est important de pouvoir, du coup, d'apporter des solutions sur le geste et de dire, si ce geste-là fait du sens, mais aussi de dire qu'on n'est pas dans quelque chose de punitif. Mais les clés sont vraiment entre nos mains. C'est notre décision en tant que consommateur de décider ce que l'on fait ou pas. Et là c'est mon deuxième point, c'est-à-dire que dans toutes ces actions qu'on peut faire individuellement pour préserver les ressources de la planète et contribuer à la transition écologique, pour moi, il y a 3 étapes très importantes. C'est de dire, déjà, je veux, par exemple, changer mon micro qui est devant moi parce que potentiellement, je vais avoir d'autres applications. Qu'est-ce que je vais en faire ? Alors déjà, il faut savoir quoi en faire. Je veux peut-être lui donner une seconde vie, le donner à une association, j'en sais rien, ou qui fait aussi, par exemple, des prises de son, des podcasts, etc. Ou alors, il est vraiment trop vieux, je l'ai usé jusqu'à la corde, et il faut plutôt l'orienter vers le recyclage et qu'on récupère notamment les aimants qui sont dans la partie micro, etc. Donc, il va falloir savoir à un moment où je vais trouver l'information. Et ça, c'est la première étape. Donc là, plusieurs choses. Les informations sont disponibles, par exemple, sur le site écosystème.eco, sur qu'est-ce que je fais de mon équipement. Et là, on va pouvoir trouver une liste, par exemple, si je veux le donner, d'associations ou d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui vont pouvoir continuer à utiliser donc le micro. Ou alors, il est trop vieux, et dans ces cas-là, c'est le recyclage. Et là, je vais pouvoir trouver des solutions pour pouvoir le flécher vers des acteurs sous contrat avec Écosystème qui vont récupérer tous les matériaux de ce microphone. Ensuite, une fois qu'on sait, il faut déjà vouloir, parce que ça va demander aussi un effort. Bon, alors j'ai vu, je sais, je veux donner à une association, par exemple, qui fait une radio crochet ou qui fait des podcasts, etc. Bon, alors du coup, qu'est-ce que j'en fais ? Je prends contact avec l'association directement, j'y vais, je me déplace. Bon, là déjà, il faut faire un effort. La solution de facilité, qui est la très mauvaise idée, c'est de dire, je mets ça, je mets ça sur les encombrants, je mets ça sur le trottoir, ou pire, je mets ça dans la poubelle. Alors là, très mauvaise idée. Donc après le savoir, le vouloir et produire l'effort. À faire l'effort. Exactement. Et après le vouloir, il faut pouvoir. Je reprends mon exemple d'association. C'est une association, elle peut pas se déplacer. Et il faut trouver une solution. Ou alors, par exemple, moi, ce microphone, je veux le déposer à la déchetterie. J'ai pas de véhicule et la déchetterie, elle est très loin. Donc, il faut que là aussi... avoir des solutions concrètes à proximité qui fait que le pouvoir se transforme en acte vraiment de dépose de l'équipement. Donc il faut savoir, il faut vouloir aussi, et puis à la fin il faut pouvoir y avoir les moyens. Donc on a développé avec Écosystème plusieurs solutions. Je vais prendre un exemple, et je crois que dans la ville où on se trouve, là où on fait l'enregistrement, c'est le cas. Je vais prendre l'exemple du micro parce qu'il est trop petit, mais je vais prendre l'exemple d'une machine à laver. Machine à laver, j'ai pas forcément de véhicule, et je vais faire appel à un service qui s'appelle Je donne mon électroménager, qui est un service en ligne. Et donc, je vais pouvoir, comme sur Doctolib, prendre rendez-vous
avec une entreprise logistique qui travaille avec Écosystème et qui va venir donc récupérer la machine à laver à mon domicile dans le créneau que j'aurais indiqué. Et ça, sans frais. Ok. Et ce qui fait que derrière, pour Écosystème, la machine à laver, par exemple, que tu vas nous confier, on va regarder si on peut lui donner aussi une seconde vie, si elle a besoin d'être réparée, si il faut la nettoyer. Et ensuite, on va la flécher vers des acteurs de l'économie sociale et solidaire, notamment comme Emmaüs ou comme Envie, qui, eux, vont le proposer donc, à des prix solidaires. Donc, pour des populations qui ont pu avoir des parcours de vie difficiles ou qui souhaiteraient, là aussi, avoir une machine à laver réparée, prête à refonctionner, mais à des prix beaucoup plus accessibles. Ok. Et donc, du coup, se pose un peu la question du business model d'Écosystème. C'est quelque chose qui est financé par des organismes d'État ou vous arrivez à trouver un équilibre dans votre modèle? On parlait des industriels avant, des fabricants, des producteurs. Donc, ce sont eux qui financent le dispositif, notamment, avec tout quand on achète un équipement neuf, il y a un petit montant qui est indiqué sur l'étiquette, qui est un montant, ce qu'on appelle d'éco-participation, et qui permet donc de financer toute la partie prévention des déchets, la réparation, on n'a pas parlé du bonus réparation aussi, sur lequel on pourra revenir, les activités de réemploi, et notamment aussi, en fin de vie, le recyclage. Donc ce petit montant d'éco-participation, qui, en fonction des équipements, va à quelques centimes, par exemple, sur un frigo, on est aux alentours de 18-20 € en fonction de la taille du frigo. Et ce petit montant d'éco-participation va financer toute l'activité d'Écosystème intégralement. Ok. Donc voilà comment nous sommes financés. D'accord, mais c'est vraiment via cette taxe-là et vous revendez... Alors, c'est pas une taxe parce qu'on n'est pas un impôt et c'est une contribution, exactement. Mais vous revendez pas ensuite les produits que vous réparez, etc. C'est vraiment du don ensuite à des associations dont tu parlais. Ok, très clair. Et justement, sur le bonus réparation dont tu parlais, c'est quelque chose qui a été mis en place récemment pour encourager justement chaque individu à réparer son électroménager, ses produits. Où est-ce que ça en est pour l'instant de ce dispositif et quel est votre rôle du coup dans ce dispositif ? Alors, dans le dispositif du bonus réparation, toujours pareil, en réflexion avec notamment les pouvoirs publics, comment contribuer à allonger la durée de vie du produit. Et des études ont été faites avec l'ADEME qui donnaient 2 grands enseignements. La réparation en France coûte trop cher. Et c'est vrai, c'est-à-dire que paradoxalement, la réparation en France, en moyenne, coûte plus cher que la production en Asie d'un équipement neuf. Donc il fallait réfléchir à un dispositif pour baisser le coût de la réparation. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, quand le produit en panne est sous garantie, généralement, moi, je m'adresse aux distributeurs chez qui j'ai acheté le produit, que ce soit en magasin ou que ce soit online. Je suis sous la garantie, ma réparation va être prise en charge dans le cadre de la garantie, j'ai pas de souci à me faire. Mais quand le produit, il tombe en panne, il a 4-5 ans, donc il est plus sous garantie, alors là, à qui je m'adresse ? Quel type de réparateur, pour combien je vais en avoir, est-ce que je vais pas me faire arnaquer, etc. Donc, avec la mise en place du bonus réparation, on a souhaité créer un réseau de réparateurs qui va être des réparateurs dont on se sera assuré des compétences professionnelles, de la transparence aussi, des tarifs qu'ils pratiquent vis-à-vis du client, du consommateur qui va le solliciter pour une panne. Et on a construit un réseau de réparateurs labellisés qui s'appelle le réseau de réparateurs labellisés Quali-Répar. Et ce réseau de réparateurs est le seul qui peut faire bénéficier, donc à moi, consommateur ou client, le bonus réparation qui va venir diminuer la facture. Par exemple, bonus réparation, sur une télé, c'est 60 €. Sur une réparation de lave-linge, c'est 50 €. Donc, on est sur des montants significatifs qui viennent réduire d'à peu près entre 20 et 30% le montant de la réparation.
Et du coup, c'est un réseau qui a partout en France ou en fonction des endroits, ça peut être compliqué pour trouver quelqu'un pour... Je vais pas te décevoir sur le sujet. Alors, partout en France, oui, jusqu'à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc, Okay. donc c'est vraiment partout en France. C'est à la fois la métropole et puis c'est aussi à la fois donc tous les départements d'outre-mer. Mais là où on trouve des zones blanches pour d'autres, on va dire, types de services, typiquement là où il y a pas de médecin, où il y a des difficultés, là on trouve pas non plus de réparateurs. Donc on a un sujet sur le centre de la France, par exemple, où on a du mal à trouver des réparateurs. Mais l'objectif, il est bien d'avoir un réseau qui permette à moi, toi, d'avoir un réparateur labellisé à proximité de chez soi pour pouvoir faire appel à lui et faire réparer son équipement tout en bénéficiant du bonus. Ouais, sans que ça soit le parcours du combattant. Sans que ce soit la galère, etc. Effort. Exactement. Donc ça, c'est l'objectif. Ok, très clair. Je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Du coup, tu disais que finalement, assez tôt, avec la création d'écosystèmes, t'avais été assez tôt sensibilisé à ce qui se passait de ces équipements et de vouloir donner plus de sens jusqu'à rejoindre écosystèmes. C'est vrai que souvent, quand on pense à notre carrière, on a souvent tendance à penser à son métier, ce qu'on fait qu'on aime, là où on est bon, et de se dire que c'est pas toujours compatible avec plus de sens et plus d'engagement. Comment on fait pour changer un peu ce paradigme et se dire, ok, on remet la quête de sens au centre de l'équation et le reste s'adaptera, entre guillemets. Alors, le sens était important pour moi parce que je voulais travailler justement et apporter ma contribution, même modeste, à cette transition écologique. Et puis du coup, c'est vrai que on en parle aussi, les rapports du GIEC, voilà, ça date pas d'il y a 2-3 ans, etc. Donc j'avais une oreille attentive, je me disais mince. Et puis dans la manière dont aussi se construisaient les approvisionnements sur les équipements électriques et électroniques, il y avait évidemment de la réparation locale, hein. Il y a des acteurs qui fabriquent, Dieu merci, en France, mais beaucoup de produits viennent d'Asie avec des impacts évidemment de transport, de fabrication, etc. Et je me disais, mais comment à un moment je peux tirer un peu le fil de mon expérience et l'amener vers plus de sens. Et c'est vrai que même encore maintenant, et c'est en train de changer, c'est une excellente nouvelle, mais il y a une douzaine d'années, le secteur des déchets était quelque chose de finalement assez caché. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir et qu'on ne veut pas voir. Au début, quand je disais que je travaillais chez Écosystème et j'avais des contacts avec les enfants de mes amis, ils me disaient « Ah, mais toi, tu travailles dans les poubelles. » Alors ouais, il y a plus valorisant comme métier. Mais c'est là aussi que ça montre aussi tout le chemin qui a été fait par la société et par les acteurs de cette industrie, parce que c'est vraiment une industrie, et qui sont passés du traitement du déchet, qui était plutôt une activité qu'on voulait pas voir, en étant maintenant des acteurs majeurs de l'économie circulaire, et avec là aussi plusieurs atouts dans leur manche, hein, et c'est aussi des atouts qui sont communs avec Écosystème, le sens évidemment du job, la création d'emplois en France, puisque ce sont des emplois locaux. Quand on parle de réparation, c'est d'emploi local. Quand on parle de réemploi, c'est d'emploi local. Et quand on parle de traitement des déchets, c'est aussi de l'emploi local, parce que ça coûte très cher de toute façon à transporter. Il vaut mieux que ce soit entre guillemets, on traite localement les impacts de notre consommation. Donc ça veut dire création d'emplois dans les territoires aussi. Donc c'est vrai que c'était aussi important de dire, il y a le sens avec l'impact sur la transition écologique, il y a aussi la création d'emplois dans les territoires, et il y a aussi, et moi ce qui m'avait beaucoup plu quand je suis rentrée dans ce secteur-là, c'est entre guillemets des business models qui ne sont pas encore stabilisés. Donc beaucoup d'effervescence, beaucoup de bouillonnement de business model, des concentrations entre guillemets d'acteurs, mais pas encore, des acteurs qui sont là historiques du déchet ou de la gestion de l'eau, mais d'autres startups arrivent aussi sur ces marchés-là, disruptent, et on voit que la maturité de ce secteur-là, notamment, a énormément été challengée, était en effervescence depuis ces 10 dernières années, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc ça, je trouvais ça aussi hyper intéressant. Et le troisième volet complémentaire, c'est que en
continuant dans les équipements électriques et électroniques, j'avais aussi une continuité avec mon parcours. Donc, je continue à travailler avec, finalement, sans faire de mauvais jeu de mots, un écosystème d'acteurs qui était mon écosystème d'acteurs quand je travaillais, que ce soit chez Carrefour ou à la Fnac, etc. Donc ça, c'est important parce que du coup, je comprends aussi et je suis en capacité de décrypter et de faire aussi le lien entre des acteurs historiques du déchet, par exemple des Veolia, des Suez, etc., qui s'engagent dans l'économie circulaire, et d'autres acteurs, des fabricants, des distributeurs, et de dire, mais attendez, voilà, je vais vous, entre guillemets, avec les équipes écosystèmes, on va travailler ensemble pour que les attentes ou les besoins de l'un soient écoutés et soient pris en compte par l'autre. Je vais donner 2 exemples. Un Veolia, un Suez ou d'autres acteurs disent moi, dès qu'il y a un produit qui est pas bien éco-conçu, ça va diminuer, par exemple, ma performance de recyclage. Parce que, par exemple, quand je vais avoir des fractions de plastique qui sont collées ensemble, là où je pourrais peut-être récupérer 2 fractions de plastique, comme elles sont collées ensemble, j'en ai une, et finalement, je ne sais plus si c'est la fraction 1 ou la fraction 2, mais c'est quelque chose, du coup, qui est désoptimisé. Donc, les acteurs du recyclage doivent aussi exprimer leurs attentes en disant attention, vous allez mettre en place des perturbations de recyclage, ça va être compliqué, la batterie qui est collée, ça va pas du tout, etc. Et de l'autre côté, des fabricants qui disent moi je voudrais récupérer ma matière pour un moment, récupérer cette matière première et fabriquer de nouveaux produits. Et donc là, c'est un fabricant qui exprime un besoin à un Veolia, Suez, etc. et autres acteurs en disant il me faudrait tel type de qualité de plastique recyclé pour être réinjecté dans mes produits, pouvoir conserver un design, etc., des propriétés mécaniques. Et le rôle d'écosystème, c'est de faire ce chaînon manquant entre des acteurs du monde économique qui travaillaient pendant de nombreuses années un peu en parallèle et qui, là, aujourd'hui, de par les enjeux d'économie circulaire, doivent travailler ensemble. Ok, donc c'est beaucoup de mise en relation et de gestion de projets transversaux. Et très important, de coopération. Et dès qu'on est sur les sujets économie circulaire, il y a un mot qui est très important, c'est la coopération d'acteurs et l'addition des compétences pour pouvoir finalement apporter une contribution à un sens commun qui est à la fois de dire la transition écologique, elle est là, elle s'impose et comment chacun peut y contribuer. C'est très clair. Et du coup, sur ton parcours par rapport à des hauts postes avant dans la grande distribution élargie, si je puis dire, j'imagine que de rejoindre Écosystème, qui est un éco-organisme à but non lucratif, ça veut aussi dire accepter de rogner sur son salaire et d'envisager les choses un peu autrement. Dans un monde où on a souvent tendance à penser réussite professionnelle comme synonyme d'euros et de reconnaissance liée juste à l'argent, comment on fait un peu pour se reprogrammer, entre guillemets ? Après, je crois que c'est des choix personnels. Il faut pas être dans l'injonction parce que y a un moment, choisir, c'est renoncer. Donc, quand moi j'ai fait ce choix-là, je me disais, je vais trouver un intérêt, une curiosité, une capacité aussi à apporter de la valeur ajoutée sur ce secteur en complète transformation. Et c'est ça qui, du coup, a motivé avant tout mon passage. Si j'étais restée uniquement avec une approche euro, on serait peut-être pas là aujourd'hui. Déjà, d'une part, à se parler entre nous. Et puis, j'aurais, pour ce qui me concerne, sans doute beaucoup moins d'épanouissement. Parce que je suis très fière de ce que fait Écosystème, de ce que font les équipes Écosystème au quotidien. C'est concret et j'espère modestement que dans notre travail quotidien, on contribue à un bien commun qui est le nôtre, qui est cette bonne vieille planète sur lequel on se trouve. Et cette bonne vieille planète, il faut qu'on arrive à associer à la fois une dimension environnementale très importante, mais on n'est pas naïf non plus, donc il y a une dimension économique aussi, c'est-à-dire que dans mon métier aussi, j'ai
par rapport à mon parcours et ce que j'ai pu aussi trouver dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, je suis passée, l'économique, il est toujours là. Hein. Je suis challengée. J'étais ce matin, notamment avec une partie des actionnaires d'écosystèmes. Je suis challengée sur mes indicateurs. Est-ce que je vais assez vite? Est-ce que c'est optimisé de manière économique? Donc ça, c'est la vraie vie aussi d'écosystème. Hein. Donc il y a l'environnemental, il y a l'économique, et un point aussi qui était très important pour moi, c'est la dimension sociale. Et la dimension sociale, c'est de travailler avec l'économie sociale et solidaire, et de pouvoir là aussi, en apportant des équipements, contribuer à remettre, et je vais citer donc une personne notamment qui travaillait chez Envie, et qui me disait, Nathalie, moi mon boulot c'est de remettre des hommes et des femmes debout. Et je suis contente de travailler dans ce sens-là aussi, et de contribuer aussi à la création d'emplois et à la montée en compétences. Donc, c'est une autre forme de rémunération et de gratification. C'est pas des euros, mais moi, ça me satisfait, je dirais... Bien plus. Bien plus, exactement. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup Nathalie. On va arriver, je pense, vers la fin de cet entretien, mais avant, j'aurai 2 petites dernières questions que je pose à chacun des invités de la Voix des Alumni. Pour commencer, est-ce que tu dirais que tu as eu un mentor? Je crois que j'en ai eu plusieurs. Parce que je crois que c'est ce qui est très important pour moi dans mon parcours professionnel, et j'espère que ça va continuer, ça a été la richesse des rencontres. J'ai à plusieurs étapes, quand j'ai changé soit de job au sein d'entreprise ou quand j'ai changé d'entreprise, ça a été un moment, une rencontre avec une personne, voire une personnalité. Et je me souviens très bien, la première personne qui m'a marqué comme ça, c'est le directeur des achats PSGC, c'est Carrefour, lorsqu'il m'a embauché, qui lui a fait un engagement, a fait un pari d'embaucher une jeune diplômée femme dans un monde de la distribution profondément marqué par des hommes et majoritairement des parcours autodidactes. Ok. Et à notre époque, j'ai moins ce regard-là sur la grande distribution. Alors ça, on parle de ça il y a 30 et que ça. Et à chaque fois, j'ai rencontré donc des personnalités qui, à un moment, ont fait des paris, ont pris des risques, et c'est encore le cas aujourd'hui. Alors pas par rapport, comme tu le disais très justement, femme, pas femme, etc. Dieu merci, on a dépassé ce temps-là et il est loin derrière nous. Mais à un moment, il y a des gens qui s'engagent et qui disent on va faire ça, on va construire ça, qui partagent une vision. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un driver important. Cette richesse des rencontres et avec des projets qui sont partagés et qui embarquent, ça, pour moi, c'est essentiel. Ok. Et donc, tu revenais sur justement ce début de carrière dans le monde de la grande distribution et des achats que, du coup, je comprends qui était un milieu d'hommes à l'époque. Comment justement on fait sa place en tant que femme dans un milieu un peu plus hostile et très masculin? Je crois que comme on fait son job le mieux possible. J'ai eu des anecdotes assez intéressantes, mais je crois qu'il y a aussi ce que j'ai trouvé, c'est le respect. Et ça, c'est une valeur aussi forte de ce secteur-là, c'est le respect des femmes, des hommes. Et à partir du moment où finalement on est là, on travaille en équipe, il n'y a plus de différence parce que il faut avancer ensemble et on avance ensemble avec à la fois une complémentarité de collaborateurs, de collègues qui ont eu des parcours qui venaient du magasin, etc. Et puis des jeunes diplômés. Et les binômes ont très bien fonctionné en complémentarité. Chacun a perçu très vite la valeur ajoutée qu'ils pouvaient tirer l'un de l'autre. Et ça a été formidable. C'est un joli partage d'expérience. Et pour terminer sur cet échange, est-ce que tu aurais un conseil à partager avec les autres alumni MBS? La question est ambitieuse. Après, on n'est pas obligé d'être sur le meilleur conseil, mais un conseil que tu pourrais donner sur comment organiser sa carrière ou trouver du sens dans ce qu'on fait. Alors, moi, je crois que ce qui est très important, et je l'ai vraiment mis en place et senti, peut-être pas tout de suite pas les premières expériences, parce que les premières expériences, on se fout beaucoup de pression, déjà soi-même, et puis il y a la pression de l'entourage qui est là aussi. Et je pense que c'est très important, c'est d'être aligné avec soi-même. Ça, c'est hyper important. Quel que soit le job qu'on fait, s'il n'y a pas cet alignement avec soi-même, avec ses valeurs, ses convictions, il faut bouger, il faut changer.
Ça, c'est évident. Toujours être aligné avec soi-même, parce que c'est là où on est fort, et puis c'est là où on est performant aussi, parce que finalement, on est très engagé. Alors, pas engagé dans le côté militantisme, mais parce que on va s'investir pour faire bouger les choses, pour faire progresser. Donc, pour moi, l'alignement des valeurs est extrêmement structurant. Très bien. Merci beaucoup pour ce beau conseil. Merci. Merci, Nathalie. La voix des alumni. MBS. Une production Studio Moya. Studio Moya.